Bonjour à tous, il aura fallu une photo, celle d'un enfant de 3 ans retrouvé mort, noyé sur une plage de Turquie, pour que la situation de ceux que l'on appelle les migrants évolue enfin. L'Europe a décidé de les accueillir après des mois d'atermoiement. Aujourd'hui, pour évoquer ce sujet, nous recevons Olivier Brachet. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a connu élu au Grand Lyon, mais vous avez surtout été à la tête de Forum Réfugiés. En 99, vous avez mis en place un pont aérien pour acheminer des réfugiés de guerre du Kosovo, les amener notamment à Lyon et dans la région lyonnaise. Comment vous expliquez qu'il ait fallu finalement cette photo pour que l'opinion publique, pour que l'opinion politique aussi change et s'empare du problème ? Vous savez, les opinions publiques, elles pensent ce qu'elles perçoivent. Or, ce qu'elles perçoivent de la présence des étrangers en France, c'est qu'ils ne sont pas très bien intégrés. Et ils ne sont pas très bien intégrés parce que ça fait 30 ans qu'on n'a pas de politique d'intégration suffisante. Voilà, c'est aussi bête que ça. Par conséquent, ce à quoi on va être confronté dans les jours qui viennent, c'est à des arrivées. Je veux dire, 800 000 en Allemagne, il y aura forcément un contre-coup. Ils ont commencé à arriver en Allemagne, ils sont plutôt bien accueillis. En France, on les a pas encore 25 000, vus. ça sera peut-être moins massif, moins visible, etc. Mais le choix que nous aurons, ça ne sera pas d'accueillir ou de ne pas accueillir, ça sera de bien accueillir ou de mal accueillir. Si on continue comme avant, on n'accueillera pas très bien. Si on n'accueille pas très bien, ils ne seront pas très bien intégrés. Et s'ils ne sont pas très bien intégrés, l'opinion sera défavorable aux étrangers. Concrètement, c'est quoi bien accueillir ce qu'on appelle un migrant ? C'est mettre des moyens à la hauteur du dossier, si vous voulez. On est dans, je ne vais pas faire une leçon de géographie, mais enfin dans une planète où l'idée d'une France refermée sur elle-même, d'un petit pays de 60 millions d'habitants, qui aurait plus d'échanges avec l'extérieur, où les gens se marieraient entre eux, etc., est une idée totalement dépassée. Par conséquent, il faut des politiques migratoires. Je vais même plus loin, je pense qu'il faut une administration des migrations. Dans nos préfectures, c'est quand même le service des cartes grises qui gère les étrangers. On pourrait, comme dans les pays anglo-saxons, construire une administration dédiée, préparer l'avenir. L'avenir, ça sera pour les migrations comme le trafic aérien. Quand vous achetez une place, vous n'arrivez pas à 10 dessus. Par conséquent, les migrations, ça sera comme ça sera très administré. Il y a ceux qui pourront venir, ceux qui ne pourront pas venir, ceux qui resteront et qui devront repartir. Ça sera quelque chose qui va coûter cher en gestion. Si on ne veut pas s'y préparer, eh bien on ne le fera très mal et on aura une opinion défavorable. L'Allemagne, par exemple, a toujours consacré beaucoup d'argent à cet accueil, sait faire. Vous voyez, 800 000, imaginez 800 000 personnes en France. Enfin, avec nos 30 000 lits d'accueil, l'Allemagne, elle a déjà accueilli 250 000, 270 000 au moment de la guerre des Balkans. Elle sait faire, elle y consacre des moyens. Je crois qu'en France, nous ne savons pas faire. On a de beaux discours, mais on n'a pas de bonne politique. C'est-à-dire, pour vous, l'immigration coûterait moins cher si elle était bien encadrée ? Elle coûterait surtout moins cher en dégâts dans le débat politique. Et parce finalement, en débat dans l'opinion. Dans l'opinion publique, bon, ça s'est un peu inversé depuis cette photo, mais longtemps... Ça, on ne sait pas. Ce qui s'est inversé, c'est le discours gouvernemental en 3 mois. Il a été dit, la France ne veut pas accueillir... Je crois que le gouvernement a vu la photo et effectivement, les émotions, et peut-être le réel, l'ont rattrapé. Est-ce que l'opinion a bougé ? On verra. Parce qu'on était quand même, jusqu'à ce week-end, sur la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est partagé dans l'opinion publique avec des gens qui disent les villes n'ont plus d'argent, ils rognent sur les services publics un peu partout et on va nous demander d'accueillir des migrants. C'est quand même le discours de fond qu'on a entendu tout l'été. La France n'a pas les moyens d'accueillir. On a un cadre législatif qui ne permet pas d'accueillir toute la misère du monde. On a un cadre il suffit de l'appliquer. Il y a dans l'application de ce cadre législatif une difficulté. Il n'y en a pas 50, une seule. C'est qu'on ne sait pas renvoyer les gens à qui on dit non. Et c'est à partir de là que tout le système, collectivité, élus, maires, etc., réagit en disant si on nous en met 80, de toute façon, il en restera 80 à la sortie. Il faut que l'on repense les conditions dans lesquelles, quand on dit oui, c'est oui et on intègre sérieusement, et quand on dit non, c'est non et on renvoie sérieusement. Voilà. Ces deux questions-là ne sont pas traitées. Et faute de quoi, on a une espèce de zone grise dans laquelle on a l'impression qu'on fait tout mal. Voilà. Le terme de migrant, est-ce qu'il vous choque ? Les réfugiés sont un élément de la migration internationale. Il y a 50 millions de déplacés qui sont comptabilisés par le HCR, c'est considérable. Je rappelle que les gens sont dans des camps de réfugiés dans les pays du tiers-monde, que la durée de séjour dans les camps de réfugiés, c'est plus de 15 ans. Donc on n'est pas, nous, débordés par la question des réfugiés. Ceux qui sont débordés par la question des réfugiés, c'est dans le sud, c'est en Jordanie, c'est au Liban, c'est au Soudan, etc. C'est dans ces endroits où on n'en parle pas.
Par conséquent, ce problème va durer parce qu'il a toujours duré, parce que les guerres civiles sont maintenant la forme la plus répandue des conflits. On n'est plus dans des conflits Est-Ouest, mur de Berlin, etc., l'Amérique latine ou Sud-Est asiatique. On n'a plus ces repères idéologiques. On a des États et des nations qui entrent en conflit. Hein. Mais on le sait, je veux dire, 89, 90, la crise de Tirana. Les années 90, 250 000 morts en Algérie, de guerre civile, 250 000 morts dans les Balkans, 250 000 morts au Liban, et puis ça continue. Je veux dire, ça fait 20 ans, 25 ans qu'aujourd'hui, on a tous les éléments pour réfléchir qu'à proximité, à 24 heures de voiture de Paris ou de Lyon, on a des conflits qui vont nous poser une difficulté. Et je dirais même que si je devais être honnête jusqu'au bout, nous ne sommes pas à l'abri de ces conflits. Et les Français qui refusent les réfugiés devraient bien se poser la question de savoir si un jour ils ne seront pas eux-mêmes réfugiés. Parce que globalement, quand on disait migrants, il y avait tout durant l'été et même jusqu'à ces derniers jours. On confondait finalement ceux qui fuient la Libye, ceux qui fuient l'Afrique noire, ceux qui fuient la Syrie. Est-ce que là, du coup, de dire voilà, les Syriens sont maintenant des réfugiés de guerre, des demandeurs d'asile, ça clarifie pas un peu la situation? Si, ça clarifie un petit peu, mais si vous voulez, regardez depuis 10 ans la manière dont on a parlé des gens qui franchissent la Méditerranée. On en a parlé à propos des Canaries. Sur les Canaries et sur Ceuta et Melilla au Maroc, on avait affaire essentiellement, comme sur Lampedusa, à des montées sahéliennes. Dans les montées sahéliennes, il y avait beaucoup de migrations de type économique. Beaucoup. Absence de futur dans un certain nombre d'États pour les jeunes, etc. Et finalement, des familles entières, des villages qui envoyaient chez nous des gens pour aller y récupérer de l'argent et le renvoyer chez eux pour pouvoir survivre. Et ceux-là, il faut dire oui ou il faut dire non? Mais à ceux-là, on va leur dire non. Il faut être clair. Soit on a des politiques de développement qui marchent, soit elles ne marchent pas. Donc à ce moment-là, il faut les remplacer par quelque chose. Pour le moment, eux, ils constatent que ça ne marche pas, et sans nous demander notre avis, ils le remplacent par des déplacements de migration qui sont plus efficaces. 100 milliards d'euros qui sont renvoyés dans les pays par le biais des migrants, c'est efficace. Hein. Par conséquent, c'est à nous d'examiner si nos politiques sont bonnes ou mauvaises. Mais si nous disons que nos pays sont fermés à la migration économique, il faut dire non. Mais quand on dit non, c'est non. Par conséquent, il faut savoir renvoyer dans les pays. Moi, je prétends que cet acte-là, il doit être maintenant réfléchi au niveau européen. Quand le consul d'Algérie à Lyon, il refuse de les laisser passer, ou les représentants de la Guinée, c'est pas la France qui va faire la loi sur le comportement de ces consuls. Par contre, l'Europe peut imposer que les laissez-passer soient délivrés. Vous savez que c'est le principal obstacle au renvoi des déboutés de l'asile, des irréguliers. C'est la position des postes consulaires qui mettent le laisser-passer dans un marché. Si on vous donne un laisser-passer, il faut nous donner ça, etc. Il y a une sorte de troc sur les avantages. Bon, ben ça, c'est une politique européenne qui doit assumer. Puis je crois que si nous avions, j'allais dire, pour le faire vite et un peu peut-être provocateur, mais un charter européen, ça passera mieux qu'un charter national. Voilà, c'est tout. Parce que ce sera une politique européenne qui sera sécurisée, peut-être par la présence de la Croix-Rouge à l'intérieur des avions pour voir que les choses se passent bien, qu'à la rentrée dans le pays, on peut assortir ça d'une aide au retour. On peut avoir des postes diplomatiques qui servent à la réinsertion de ceux qui repartent. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est encore des moyens. Les réfugiés, leur mode de pensée, est-ce qu'on peut considérer que les réfugiés syriens vont rester en France ou veulent rentrer dans leur pays une fois que leur pays sera stabilisé? C'est typiquement des réfugiés de guerre. Moi, je me rappelle les gens qui venaient du Kosovo. Hein, dès que ça s'est un peu tassé, ils ont tout de suite été voir d'abord quel est l'état de leur maison. Très rapidement. Alors après, vu la proximité, il peut y avoir des va-et-vient et souvent les générations se fractionnent. Hein, par exemple, si la guerre dure et que les enfants sont élevés durablement en France, on voit souvent les parents repartir ou les grands-parents repartir et les enfants, ils restent en France, ils prennent la nationalité française. Ça va même assez vite. L'expérience qu'on en a, ça a été la même chose avec le Chili. Le Chili, les gens dans les années 80, beaucoup d'entre eux sont retournés au Chili et il reste des Chiliens en France. Tout ça est complètement absorbé par l'histoire et par le temps, d'une certaine manière. Les enfants de réfugiés, c'est des chiens d'aveugle. Hein.
C'est eux qui pilotent les parents, c'est dans la société dans laquelle ils sont précipités. Ils apprennent la langue plus vite par l'école, etc. Et au fond, eux, c'est l'avenir et souvent c'est des très belles réussites. Est-ce que vous considérez que la réponse de l'Union européenne est à la hauteur du drame humanitaire? Je pense que la position de Juncker est une position courageuse. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le représentant du HCR à Bruxelles. Il était même étonné qu'il aille jusque-là. Mais je dois dire que nous avons tous été étonnés des réactions de Valls après la proposition Juncker, qui les a refusées. Tant mieux s'il les accepte aujourd'hui. Mais je crois que c'est le rendez-vous avec le réel plutôt que le rendez-vous avec la politique. Le quota, finalement, la stratégie des quotas, c'est la meilleure solution? Bien sûr qu'aujourd'hui, le mot quota est banni. Ça a longtemps été tabou en France. Mais oui, mais enfin, il faut dire qu'en France, c'est un pays où on est un pays théorique. On s'interdit un certain nombre de choses parce qu'on est très culpabilisé de nos comportements à une certaine époque. Moi, je me rappelle du débat sur les tests ADN. Les tests ADN, c'est pas fait pour voir si les gens sont jaunes, noirs ou rouges. C'est fait pour savoir s'ils sont de la même fratrie. Et vous savez, dans les camps de réfugiés, les États-Unis vont chercher des familles entières, ils font des tests ADN pour ne prendre que la famille. Donc nous, on a des espèces de lapsus permanents qui sont issus d'une culpabilité, je crois, grosso modo, de notre comportement pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui fait qu'on voit de l'eugénisme là où il n'y en a pas et on en fait alors qu'on ne pense pas en faire. Est-ce que le silence de l'opinion publique vous a choqué, de la société civile, des partis politiques, des associations, du monde religieux? Elle me choque. Je dirais que d'une certaine manière, quand la droite est au pouvoir, par exemple, nous on est souvent sollicités pour la renseigner parce qu'elle ne connaît pas très bien ces dossiers-là, ça ne l'intéresse pas tellement. Donc quand elle arrive au pouvoir, nous on est toujours plus sollicités. La gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle pense qu'elle sait tout. Et par conséquent, elle ne demande pas d'informations. Mais la gauche, aujourd'hui, qui est au pouvoir, c'est la promotion Voltaire. À mon sens, ce n'est pas la gauche. Localement, est-ce qu'il peut y avoir des Syriens qui vont arriver? Gérard Collomb a dit pas à Lyon, mais dans la métropole. Vous avez été, vous, président de Grand Lyon Habitat, donc vous connaissez un peu l'état de nos logements sociaux. Est-ce qu'on peut en accueillir beaucoup des Syriens à Lyon? Bien sûr. Enfin... Je veux dire, on peut bien... Est-ce que Collomb est à la hauteur sur cette question-là? Non, je crois qu'il a tort d'être dans une position où on ne parle pas pour ne pas faire le jeu du Front National. Je crois que le Front National prospère sur notre silence, il occupe l'espace vide, et que quand on n'a plus de projet de société autre qu'une sorte de, j'allais dire... de société économiciste, finalement, ça n'emballe pas les gens, quoi. Alors peut-être que les entreprises le trouvent très bien, mais peut-être que la société se demande ce qui se passe. Merci beaucoup Olivier Brachet d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On se retrouve demain pour une autre édition de l'Autre Direct. D'ici là, passez une bonne journée. Au revoir.